avec 100 euros, voire 200 euros, bon, ça dépend des boîtes, tu peux avoir une petite part de gâteau et espérer, parce que l'idée, c'est quand tu mets 100, en réalité, tu espères typiquement que tes 100 euros que tu auras investis, ça fera, je ne sais pas moi, 500, voire 1000 euros. Parce que sur le private equity, ce qui est assez intéressant, pourquoi les gens le font, c'est qu'ils espèrent un rendement très fort. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Estelle, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Ça fait quelque temps que je regardais ce que tu faisais. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn et j'aime beaucoup ton positionnement aussi en tant que femme, avocate, entrepreneur, indépendante et en plus créatrice de contenu. C'est assez rare. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu en retires, où est-ce que tu vas? Écoute, Vanessa, merci beaucoup pour cette super introduction parce que c'est exactement, je pense que j'aurais dû écrire, tu sais, ma bio. J'aurais moins bien fait, oui, c'est vrai. Alors moi, donc, je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et je fais plus particulièrement du droit des sociétés. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que quand on dit droit des sociétés, on ne sait pas trop concrètement en quoi ça consiste. En gros, moi, j'aide les entrepreneurs donc du début jusqu'à la fin. Donc, typiquement, c'est quoi le début jusqu'à la fin? Dans le meilleur des cas, c'est donc, OK, je crée une boîte qui génère beaucoup de sous. Et puis derrière, il y a des développements, on a besoin de sous, donc on va chercher de l'argent auprès des investisseurs. Donc ça, moi, j'aide sur la levée de fonds. En amont, donc au moment de la création, je vais créer des statuts. Je vais gérer les relations entre associés parce qu'en fait, c'est des choses qu'on peut prévoir en amont avant de se dire, il y a des problèmes parce qu'on peut envisager un certain nombre de règles de fonctionnement lorsqu'on s'associe. Donc derrière, s'il y a un besoin de levée de fonds, de financement, en fait, oui, on peut, lorsque les personnes, elles vont investir, notamment sur le private equity. Donc ça, moi, j'aide aussi les fondateurs à bien se protéger parce qu'un investisseur, en général, quand il rentre dans la société, il va vous demander certaines contreparties. Et puis, si tout se passe bien après la levée, en général, levée ou pas par ailleurs, hein, en fait, on arrive à la retraite. Et puis derrière, au moment de la retraite, en fait, on va céder sa boîte parce que l'idée, c'est d'avoir beaucoup capitalisé sur son travail pour créer de la valeur pour son entreprise. Et derrière, on la cède donc à un nouvel acquéreur pour pouvoir partir un peu au soleil pour une super retraite, Vanessa. Donc ça, c'est un peu ce que je fais, moi, dans mon boulot d'avocat. Et oui, donc, tu sais que Vanessa, créatrice de contenu, c'est un pur hasard, hein. Ah bon? Mais moi, avant d'aller jusque-là, j'aurais bien voulu que tu définisses ce qu'est le private equity pour nos auditrices, parce que Ouais. je suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Ouais, alors pourquoi? Alors private equity, donc vous voyez quand on dit private equity, donc equity comme capital, hein, donc le capital social dans une boîte. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, il faut voir le capital social comme un gros gâteau. Donc faut voir disons que la propriété de la société est représentée par le gâteau. Et donc l'investisseur en arrivant, il va prendre une partie donc du gâteau. Et il va aussi accepter de mettre en échange de cette part de gâteau un gros paquet de pognon pour aider en fait à faire grandir la boîte, pour aider le fondateur à porter sa vision. Et pourquoi on appelle et donc private? Parce que
En gros, c'est pas du public. Donc, lorsque on va boursicoter, investir en bourse, parce que la bourse, en gros, c'est le marché est, on va dire, ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est un peu, entre guillemets, la différence entre le private et le public. Voilà, donc, et en général, pourquoi ils font ça, les investisseurs? C'est parce qu'ils espèrent en fait un rendement important. Donc, je sais qu'en ce moment, donc Vanessa, c'est toi qui vas mieux en parler que moi, hein. En ce moment, je sais que beaucoup de gens en fait s'intéressent au private equity parce que justement, avec toutes les problématiques économiques actuelles, et c'est vrai que beaucoup se tournent vers tout ce qui est private equity sur les startups en fait en levée de fonds pour pouvoir rentabiliser leur portefeuille d'investissement. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont assez intéressantes et qui sont, moi en tout cas, tu vois, Vanessa, ça m'a apporté de travailler dans tout ce milieu, ça m'a apporté aussi une culture financière qui, en fait, je pense, fait grandement défaut, notamment en France, parce qu'en fait, on ne nous éduque pas d'un point de vue financier, Vanessa, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi et pour vraiment rebondir sur cette thématique, au mois de novembre, j'avais été à un événement pour justement promouvoir le private equity et l'investissement dans les startups et les entreprises par les femmes. Je crois que c'était FBS, si je ne dis pas de bêtises, le nom du business angel féminin qui s'occupait de ça. Et en fait, j'avais découvert, parce que c'est exactement ce que tu dis, les femmes n'ont pas assez de culture économique et d'éducation financière. J'ai toujours été passionnée par l'économie, l'actualité et tous ces sujets-là, l'investissement. Donc, moi, j'avais une éducation financière pour moi, mais que j'ai quand même acquise assez tard. Et naturellement, quand j'ai créé mon média, j'ai voulu transmettre en fait ce que j'apprenais, ce que je lisais, et en fait j'ai naturellement été en fait dans ce sens-là en faisant une revue de presse quotidienne. Et c'est vraiment lors de cette soirée-là où j'ai assisté où j'ai vu des investisseuses professionnelles dire que même en fait au sein de leur entreprise, leurs collaboratrices avaient du mal à pouvoir convaincre d'autres investisseurs, parce qu'en fait même les collaboratrices manquaient d'éducation financière et de connaissances économiques. Ça m'avait renforcé en fait dans ce projet-là, qui était de travailler quotidiennement à ce que les femmes aient cette culture-là, ou prennent au moins cette habitude-là. Et je te confirme, en fait, en ce moment, c'est une forme d'investissement qui a le vent en poupe, d'autant plus que c'est adapté à toutes les bourses. Là, l'événement auquel j'avais assisté, c'était un événement où tu voyais bien que c'était des femmes d'une certaine catégorie socio-professionnelle, d'un certain niveau qui était plutôt élevé, mais tu as des organismes comme l'ITA qui permettent l'investissement collaboratif, où tu peux, en tant que petit particulier, mettre 100 € dans une start-up, déduire ça de tes impôts et te dire que toi aussi, tu fais un peu de private equity à ton niveau, tu vois. Et je trouve ça super chouette. Non, mais clairement, alors moi, tu vois, typiquement, j'ai bossé pour une ou deux boîtes qui ont. Moi, j'étais côté fondateur. Et parce que tu sais, en fait, moi, c'est quoi mon travail? Typiquement, si tu as l'ITA qui arrive et tu veux investir, pourquoi? L'ITA, c'est quoi? C'est une plateforme de financement participatif et qui permet d'avoir justement une partie du capital d'une boîte que tu souhaiterais soutenir. Tu vois? Donc, et moi, j'ai un ou deux clients pour qui j'ai travaillé et j'étais côté fondateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est exactement ce que tu dis, c'est même avec 100 €, voire 200 €, bon, ça dépend des boîtes, tu peux avoir une petite part de gâteau et espérer, parce que l'idée, c'est quand tu mets 100, en réalité, tu espères à plutôt court, moyen terme, plutôt moyen terme. En général, ça ne se fait pas, tu vois, la sortie, ça ne se fait pas avant 5 ans. Tu espères typiquement que tes 100 € que tu auras investis, ça fera, je ne sais pas moi, 500, voire 1 000 €. Parce que sur le private equity, ce qui est assez intéressant, pourquoi les gens le font, c'est qu'ils espèrent un rendement très fort. Mais ce qu'il faut savoir aussi, donc là, faut mettre en garde un peu nos auditeurs, c'est qu'en revanche, c'est une somme qui n'est pas disponible parce qu'on ne peut pas retirer son argent du capital social comme on le voudrait. C'est vraiment parce que la loi est faite comme ça.
le capital social d'une société, ça représente comment dire, c'est le gage des créanciers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les derniers, tu vois, à être remboursés si la boîte, elle devait, tu vois, finir au tapis. Donc, en général, faut pas, voilà, moi, en général, quand les gens me demandent, bon, bah voilà, même avec les copines, hein, tu sais, qui veulent investir en private equity, moi, je leur dis, bah, en fait, faut clairement pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, si vraiment c'est ce qui t'intéresse, en fait, je sais pas, je sais pas, tu as 2 000 € et puis en fait, tu fais en fonction, tu mets 200 € là, 200 € dans une autre boîte parce qu'en fait, au final, tu ne sais jamais comment ça va se finir. Et quand le private equity, c'est aussi souvent des boîtes qui ont une ancienneté assez faible, tu vois, en général, parce que tu vois, pour être éligible à la réduction d'impôt, il faut avoir, je crois, moins de 7 ans donc d'ancienneté. Tu sais, c'est la définition des PME communautaires. Donc la réduction d'impôt, il faut avoir moins de 7 ans d'ancienneté et c'est vrai que, bah, en gros, c'est des boîtes un peu, au début de leur vie, et qui sont en phase de développement. Donc tu n'es pas à l'abri en investissant dedans que, typiquement, elles peuvent se crasher. Donc mais comme toute forme d'investissement au final, hein. Donc, tu cherches à avoir un rendement qui est gros. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que ta prise de risque est plus forte. Donc, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir éduquer nos auditrices et nos auditeurs à ça parce que je pense que il y a encore très peu de femmes, de ce que je comprends, tu vois, pour m'intéresser à ce sujet. Je sais qu'il y a très peu de femmes du fait de l'absence d'éducation financière qui le font. Parce que tu sais, tu as un peu, tu sais, c'est être, les femmes, elles sont plus averses au risque. Oui, 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 complètement. Et d'ailleurs, j'en profite même pour te remercier parce que tu fais des super warnings. Cet épisode, il va sortir juste après une série d'épisodes que j'ai fait sur l'épargne et une introduction à l'investissement. Et c'est vrai qu'il faut toujours rappeler que, ce type d'investissement, il y a un gros risque de perte en capital. Deux, très souvent, les fonds ne sont pas liquides, donc on ne peut pas récupérer son argent. Et trois, il faut surtout investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Moi, littéralement, voilà, quand je mets 100 € en investissement comme ça sur une entreprise qui est toute jeune, je me dis juste que je ferai moins de resto en fait ce mois-ci et encore où je m'achèterai pas une nouvelle paire de chaussures. Et c'est plus typiquement pour la boîte sur laquelle j'ai investi, j'aimais beaucoup les fondatrices, j'aimais beaucoup le produit qu'elles ont créé, je les trouvais chouettes, j'aimais bien les couleurs et c'est c'est pas sur ça que normalement on se base pour faire un investissement, mais le montant était assez faible et je trouvais que j'avais eu des bonnes rentabilités par le passé. Donc, tu vois, je me suis dit, j'y vais. En fait, même si je perds, c'est une manière aussi pour moi de leur dire, allez-y les filles, je vous soutiens. Mais franchement, merci pour tes éléments parce que ça donne vraiment une forme de cadre Vanessa, juridique. Oui. tu investi dans Patine? Non, c'est pas Patine, c'est Chloé de The Box. Je connaissais pas Patine. Ouais, alors non, mais non, mais pareil, Chloé de The Vox, c'est pareil. Enfin, tu vois, et ce qui est ouf, tu vois, donc typiquement Patine, on peut en parler hein, parce que c'est quelque chose qui a été parce que moi je reçois, tu sais, la newsletter de Lita. Donc Lita, pourquoi moi je m'intéresse à Lita? Parce que Lita déjà ils portent que des projets, tu vois, dans l'économie sociale et solidaire. Donc en gros, Mhm. déjà pour être éligible et qui t'acceptent en tant que boîte en train de lever des fonds, c'est que tu as des valeurs, on va dire. Environnementales, sociétales, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'égalité, typiquement, je sais pas moi, dans la société et ça, je trouve ça hyper chouette. Donc ce qui est donc pour les auditrices et les auditeurs, vous voyez, c'est quand même aussi super de pouvoir en fait, on voit vraiment les valeurs aussi qui sont portées par les fondateurs et je trouve ça super intéressant. Il y a un côté beaucoup plus, humain au final et tu te sens beaucoup plus proche au final quand tu investis en private equity, parce que ça se fait pas comme ça parce que c'est très réglementé. Toi, en tant Mhm. qu'investisseur, tu vas recevoir de la documentation, tu sais, pour investir. Ouais. Donc, tu as les chiffres, c'est quoi leur projection en termes de business plan, de prévisionnel, quels Mm. sont à court terme, en fait, dans leur business plan, qu'est-ce qu'ils comptent faire, leur façon d'aider. Typiquement, sur l'ITA, ça fonctionne comme ça. Et pour revenir à ce que je voulais dire, donc l'ITA, en fait, a porté le projet Patine. Donc, Patine, si
En fait, je pense que les gens connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Moi, je connais pas. c'est une marque éco-responsable, en fait, qui fait, tu vois, tout ce qui est sweat, jean, et de manière, on va dire, la plus raisonnée possible. Et en fait, elle avait un objectif, je ne sais pas de combien d'euros, mais Ah je crois si, je en connais 48 l'influenceuse. heures. Ouais, en D'accord, 48 oui. heures. Tu sais, c'est Charlotte Texas. Ouais, alors Patine, je crois que ça a été créé par Charlotte Texas et elle fait tout ce qui est, c'est une marque éco-responsable donc de jeans, de sweats, de t-shirts, de la manière, on va dire la plus vertueuse possible parce que bah en fait l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante en gros bah actuellement au vu de la manière dont on peut vivre en 2023. Et c'est vrai que, tu sais, sur l'ITA, ils n'ont pas compris, tu vois, en 48 heures, elle avait réussi à lever le montant qu'il fallait et c'était du jamais vu. Et je crois que, pour le coup, moi, je pense qu'il y a un trend un peu à prendre, c'est-à-dire les gens qui commencent à s'intéresser à l'investissement féminin, c'est-à-dire que les femmes qui veulent investir en private equity, beaucoup, pour le moment, les acteurs sous-estiment la force et l'engagement des femmes par rapport à leur portefeuille, à leur manière d'investir, tu vois. Mais le jour où est-ce que cette éducation financière se fera, ça sera au fur et à mesure, hein, mais quand elle atteindra un certain step, moi je pense que en fait, bah, il y aura un cercle vertueux. En gros, il y aura plus de boîtes fondées par des femmes qui se verront financées via le private equity. Ça sera plus des boîtes qui, en fait, aident à trouver des solutions liées à tout ce qui est typiquement féminin, type le R&D dans l'endométriose et tout. Mm. Parce que tu sais que ça, parce qu'on est en train de parler de levée de fonds et en fait, Vanessa, moi, je m'intéresse beaucoup à ce microcosme. Et c'est vrai qu'en général, toutes les boîtes qui font, dont l'objet, l'activité est de créer une solution typiquement féminine, elles ont beaucoup plus de mal à trouver des sous du financement. Complètement. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Et enfin, parce que moi, je suis beaucoup dans l'écosystème startup. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu monter de startup et que personnellement, je ne me verrais pas du tout aller lever des fonds auprès de business angels classiques parce que les femmes ont plus de mal, parce qu'en plus, c'est une forme de violence aussi. Elles se prennent des remarques, mais d'une violence inouïe. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours favorisé un business model de type communauté, en fait. C'est-à-dire que moi, je veux créer ma communauté, je veux l'éduquer. Et après, si jamais j'ai des projets plus ambitieux, parce que j'aurais bien voulu faire un fonds d'investissement plus tard, ben, moi, j'aimerais bien que ce soit cette communauté-là qui me porte et pas des business angels qui vont me dire des choses méchantes et pas forcément vraies, en fait. Parce qu'après, en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir une vision et avoir une vue du marché qui est différente. Ouais, et tu vois, là pour le coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, d'ailleurs, c'est mon rôle, hein, c'est mon métier. En D'accord. fait, tu vois, typiquement un business angel qui va rentrer, moi je vais, moi on m'appelle parce que SL, il faut que tu mettes en place un pacte d'associés, tu vois. D'accord. Ah, Mais les ouais, fameux. donc ouais, et ça, le fameux, parce qu'en fait, c'est quoi un business angel? C'est un ange, tu vois, d'affaires qui est là. En général, il connaît il a dans son écosystème, dans son environnement, plein de personnes, voilà, qui va pouvoir t'aider. Il a un réseau, c'est un entrepreneur multirécidiviste. En général, c'est un homme. Il a plutôt entre, tu vois, 35 et puis 50 ans. Il est blanc souvent, et puis il a fait des hautes études. Donc, pourquoi je précise tout ça? Parce qu'en fait, déjà, il y a une problématique liée chez qui il va vouloir investir. En général, ce qui se passe, c'est que tu as plus de facilité à ouvrir ton portefeuille, à financer des boîtes qui vont te ressembler. Donc, Vanessa, typiquement, tu as expliqué pourquoi tu ne voulais pas monter de start-up. Eh ben, le biais de l'investisseur, il est très, très fort. Tu serais un homme blanc qui aurait fait je sais pas, HEC, ESSEC, avec une boîte dans la tech, tu vois, tout ça, en fait, franchement, rien qu'en discutant 10 minutes avec lui, tu aurais dit, bah, OK, sans problème, je finance, je te mets 100 000 euros sur la table.
Mais parce que tu es une femme et tu es racisée et tu vas parler de choses féminines qui va pas forcément comprendre, bah, déjà, il a un problème de compréhension. Peut-être qu'il va même pas avoir la même manière d'appréhender, on va dire, bah, ton projet et ça sera déjà beaucoup plus difficile. Bah, en fait, Donc, le truc, c'est marrant que tu dises les choses comme ça, c'est que parce que moi, mon ex-associée, elle avait essayé de lever les fonds. Elle avait essayé, en fait, de créer une start-up dans la tech, et puis c'est une femme très intelligente, donc elle avait fait, de très belles choses et elle avait vécu tellement d'humiliation et de cruauté qu'elle s'était remise en question, elle et moi, personnellement, cela ne m'a jamais intéressée parce que moi, enfin, je pense que comme je suis née en Afrique déjà, moi j'ai connu la pauvreté en Afrique, j'ai connu la misère. Je suis venue en France, j'ai connu le racisme, j'ai grandi en province. Donc en fait, toute mon histoire a déjà été marquée par le fait que je sais que je suis différente. Je sais que les ambitions que j'ai, les écosystèmes dans lesquels j'entre, c'est pas là où on m'attend. Généralement même, je me retrouve plus ou moins là par hasard et je m'y intègre bien, mais je sais bien que je ne ressemble à personne. Donc en fait, ça a toujours été naturel pour moi de créer ma propre voix, tu vois, et de ne pas forcément attendre de la part des initiés de l'aide ou une main tendue, et bien au contraire d'aller m'adresser en fait à des gens qui me ressemblent ou à défaut de me ressembler me comprennent. Et donc c'est pour ça que par exemple l'écosystème des startups je le connaissais très bien parce que j'étais chez The Family, j'ai fait Lyon. Donc les business angels, moi je les ai vus de très très près, tu vois, j'ai eu l'occasion de leur parler, de les écouter. ah, mais tu vois, Et ça, je le savais pas, mais tu vois, bizarrement, ce que j'ai décrit, enfin, à mon ouais. avis, ça se vérifie, Ah, mais puissance 20 mais 000. beaucoup. Et Mais puis, bien en tant sûr. que. Et je pense que pour moi aussi, c'est aussi une forme d'action, on va dire, maligne, de comprendre les règles du jeu qui s'opèrent dans ces environnements-là, de savoir que potentiellement, toi, c'est pas là-bas où tu vas briller, où on va admirer ta zone de génie. C'est possible, mais c'est pas naturel ni spontané. Et c'est pas la peine d'aller perdre de l'énergie, en fait, à essayer d'aller montrer ta valeur à des gens qui, de toute façon, ne s'attendent pas à voir de la valeur chez toi, alors que l'univers est vaste et que, en fait, tu peux faire plein de choses. C'est pour ça que je trouve que, par exemple, Lita, ouvrir, si jamais je dois lever des fonds, pour moi, je passerai plus par une boîte comme Lita qui a des valeurs qui sont proches des miennes, Oui. valeurs de diversité, valeurs de bienveillance, d'encouragement, de féminité, d'inclusion, et avec aussi l'appui d'une communauté. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, ma communauté, elle est toute petite, mais je la traite comme une communauté de 1 million de followers. Je veux toujours tout leur donner parce que je sais que finalement, c'est eux qui te portent et c'est une valeur donnant-donnant, en fait. Et l'autre truc aussi que je voulais dire, parce que j'étais super contente quand tu m'as expliqué que c'était toi qui faisais les pactes associés, c'est que sur le podcast, on a reçu un agent de prévoyance qui nous a parlé, en fait, des pactes associés dans le cadre de la Ouais. prévoyance de l'entrepreneur. Et je me demandais bien qui est-ce qui était le genre d'individu qui créait ce type de contrat. Et tu vois, l'univers a répondu à ma requête très rapidement parce que tu es devant moi. Bah, en fait, oui. Alors, en fait, oui, parce que, alors oui, pour revenir sur le pacte, en fait, pourquoi on fait rédiger ça? Parce que clairement, tu vois, un business angel, bon, déjà, s'il accepte, tu as réussi à le convaincre pour X raisons d'investir dans sa boîte. Bah, lui, il va mettre des sous, mais en général, c'est jamais gratuit. Tu vois, Oui. enfin, pourquoi il va te donner des sous? Parce que lui, il espère, OK, il a mis 100 000, mais il espère à horizon 5, 7 ans que les 100 000 qu'il a réussi à mettre, ça va se transformer en 800 000. Parce qu'il y a une date de sortie, tu vas te faire acheter ta boîte, tu vas refinancer avec une possibilité, on va dire, de sortie du business angel. Et clairement, les intérêts peuvent être divergents entre le fondateur et le business angel. Parce que le business angel, à la limite, il va investir non pas forcément pour tes valeurs, parce que tu en as parlé, Vanessa, il va sans doute investir pour une recherche de rendement. Mm. Donc, exemple, tu dois prendre des décisions, tu dois faire deux choix entre exemple, tu as option A, je pollue moins, mais ça prend plus de temps pour gagner des sous. Option B, je pollue, mais je vais faire le chiffre en 2 fois moins de temps.
Donc, toi, tu vas peut-être te dire, moi, parce que mes valeurs, j'ai pas envie de polluer, parce que voilà, je suis en train de me dire, la planète est en train de brûler et tout, tu vas prendre l'option A. Le problème, c'est que ton business angel, voilà, il peut ne pas être d'accord. Et quelquefois, ça peut créer, clairement, il peut avoir des tensions par rapport à ta vision, toi, en tant qu'entrepreneur, que tu peux avoir parce que tu ne vas pas prendre les décisions qui vont lui permettre de s'assurer de son rendement. Donc, c'est pour ça que les avocats, on est clairement là pour aussi, comment dire, il y a des garde-fous qu'on peut créer donc, dans ces packs d'associés. Typiquement, dire, bon, bah voilà, au-delà des, s'il y a des investissements à hauteur de X euros, bah oui, il a son mot à dire, mais bon, en fait, il a son mot à dire, il n'a pas un droit de vote qui est bloquant. Parce qu'au final, faut pas déconner, Vanessa, tu es la fondatrice, tu as quand même le droit de driver ta boîte comme tu veux. Néanmoins, peut-être qu'il va avoir besoin, je sais pas, t'auras besoin, lui, il a besoin sans doute que tu lui rendes des comptes à un moment ou à un autre. Donc, peut-être que tu vas lui fournir, je sais pas moi, des chiffres tous les semestres en lieu et place, tu sais, des comptes annuels. Donc, parce qu'il veut aussi savoir comment tu drives la boîte dans laquelle il a investi ses 100 000 euros. Tu vois. Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, en tant qu'avocats, on essaye de faire en sorte que l'équilibre soit au mieux entre vous pour que les choses se passent bien. Parce que souvent, les fondateurs, ils n'ont pas de sous. Et de l'autre côté, tu as les business angels, les fonds d'investissement. Eux, en revanche, ils ont des sous avec c'est quoi leur objectif, encore une fois, c'est de rechercher du rendement. Donc, on va dire que ce n'est pas… Alors, lever des fonds, clairement, ce n'est pas obligatoire. Hein. Mais si tu as besoin de mener à bien ton projet, tu veux recruter beaucoup de monde et que tu as une croissance très forte, oui. Enfin, tu vois, Oui. sinon, ça reste très, très dur parce que tu es capé niveau… Enfin, typiquement, quand tu fais, tu vois, du financement bancaire, tu vas demander un prêt. En fait, ça reste assez limité. Typiquement, si tes fonds propres en capital social, tu n'as pas grand-chose. Tu vois, Ouais, c'est pas avec 30 000 euros que tu vas très loin, en fait. Hein. Je sais que ça peut bien paraître sûr. énorme, mais voilà, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de s'y intéresser. Et pour revenir un peu au sujet qui nous intéresse, moi, parce qu'on a parlé des biais en off tout à l'heure, et c'est vrai que moi, je constate aussi que alors, c'est un vrai problème parce que pour le moment, à cause de l'éducation financière, beaucoup de femmes n'investissent pas en private equity pour soutenir aussi des business détenus par des femmes. Oui, Donc, alors qu'elle donc devrait. tout à fait. Donc, et derrière aussi, le problème, c'est que tu as beaucoup de femmes qui montent des boîtes et qui, à aucun moment, ne se posent des questions du financement extérieur. Que ce soit un prêt bancaire, alors je ne te parle même pas de lever des fonds, hein, parce que c'est encore un autre. Faut avoir déjà bien fait son travail en fait en termes de mindset, tu vois. Mm. Alors je sais pas trop, tu vois, si c'est de l'autocensure ou elles se disent un peu comme, tu vois, de se dire, ah bah franchement, je me vois pas, ça a l'air d'une violence, tu vois, un peu comme ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, en fait, dans l'environnement un peu start-up. Donc, une Bah, méconnaissance ou genre de se dire, bah, je vais réussir à m'autofinancer. Enfin, tu vois, c'est assez bizarre. après, pour répondre à ta question, moi, pour le coup, j'ai un positionnement assez particulier parce que l'univers bancaire, je viens de ça. Moi, j'ai fait donc 7 ans en tant que conseiller financier, une école de commerce, de l'alternance en banque. J'ai même travaillé en tant que conseiller pro quand j'ai commencé. Et donc, pour le coup, les financements bancaires et la problématique du crédit, je la connais bien et pour moi, c'est pas un mode de fonctionnement qui est pérenne. Autant l'emprunt et le levier de la dette, je trouve ça hyper smart dans le cadre d'un bien immobilier ou alors dans le cadre de business comme la restauration, tu lances un restaurant ou une chambre d'hôte ou autre. Là, tu as des revenus fixes, tu as un business plan qui est carré et en fait, tu peux intégrer un remboursement d'emprunt. Donc, du coup, moi, cette partie-là, c'était déjà KO parce qu'il n'y a pas ça dans le business que je crée. Après, il y avait la partie levée de fonds. Et comme je t'ai dit, j'ai vu des investisseurs de près et de loin.
Non, en fait, c'est pas possible. Et puis en plus, non seulement c'était quand j'étais chez The Family, j'avais affaire à des investisseurs hommes blancs et j'étais pas concernée parce que j'avais même pas de projet d'entrepreneuriat à l'époque, mais je voyais bien que dans tous les cas, quand ils parlaient de leur entrepreneur chouchou, j'en ferais pas partie. Et je pense que dans la vie, c'est important aussi de savoir, chacun met son énergie là où il veut. Mais je préfère aller mettre mon énergie à porter de la valeur à des gens à, à des gens en fait dont je sais que je vais leur apporter de la valeur et potentiellement ils ont une vraie puissance financière parce que ce soit les femmes racisées ou les femmes non racisées d'ailleurs qui sont intéressées par les problématiques dont je parle, je sais qu'elles ont un vrai pouvoir d'achat et je sais que si jamais je crée quelque chose qui répond à leurs problématiques, elles vont vraiment pouvoir m'apporter quelque chose, une vraie valeur parce qu'en fait elles existent, c'est juste que des fois elles ont une puissance dont elles n'ont même pas conscience en fait. Donc pour moi il y avait déjà cet aspect-là que non, je ne vais pas aller mettre mon énergie à essayer de convaincre un mec à 200 000 euros qui va m'expliquer que je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez comme ci, comme ça, plutôt que je préfère mettre mon énergie à convaincre, je ne sais pas, 1000 femmes, 2000 femmes, 3000, peut-être 10 000, en leur disant oui, les filles, vous pouvez, tu vois. Et pour moi, le retour sur investissement peut être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus gratifiant parce qu'en plus, j'aurais réglé des problèmes. Et ça rentre aussi dans mes valeurs dans le sens où je ne suis pas là en train d'essayer d'enrichir quelqu'un qui est déjà riche, je suis potentiellement en train de créer quelque chose qui va régler un problème et apporter de la valeur à plusieurs personnes. Et tu vois, pour moi, en termes de positionnement, déjà, il y a cet aspect-là. Et le dernier point sur lequel, pour moi, c'était aussi important de dire que même dans l'univers des business angels et de la diversité, parce que moi, je suis allée à une soirée de business angels féminines, mais c'était d'une violence parce que c'est Non, des mais c'est vrai. femmes. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est des Vas-y, je te femmes qui laisse se conclure. battent. Ouais. Non, mais il y a pas de souci. Je comprends pourquoi tu veux rebondir parce que moi, pour le coup, j'en ai fait une story permanente. Tu pourras aller regarder. C'est des femmes qui se battent pour d'autres femmes. Tu vois bien qu'elles sont d'une CSP assez élevée, mais in fine, en termes de revenus et de chiffre d'affaires qu'elles font, je suis pas tellement certaine même qu'elles gagnent plus d'argent que moi. In fine, des fois, quand on commence à poser les chiffres, on peut être étonné de ce que l'on apprend. Mais même me parler, moi j'avais des questions, j'avais potentiellement envie de les inviter sur le podcast, mais je t'assure que je me suis sentie comme une moins que rien. Et là, pourtant, je me disais que je vais dans un endroit safe, entouré de femmes, mais même dans cet endroit safe, il y a encore des biais psychologiques qui font que quand tu ne viens pas d'HEC, tu ne viens pas de l'ESSEC, tu n'es Oui, pas ouais. blonde et tu ne t'exprimes pas d'une certaine manière, bah, tu rentres pas dans le cercle, en fait, tu n'es pas à ta place et ça m'a convaincue de me dire que non, en fait, les business angels classiques, là, c'est pas pour moi, en fait. Je préfère rester dans mon univers, parler aux femmes qui me ressemblent, sachant que je sais qu'elles gagnent de l'argent, en plus, elles ont un vrai pouvoir financier, plutôt que d'aller convaincre une femme qui, de toute façon, ne comprendra pas ce que j'ai à lui dire. Ouais, mais en fait, tu vois, tu as hyper bien résumé aussi la dynamique qu'il peut avoir justement entre ce business angel. Parce que tu vois, prenons l'hypothèse clairement où est-ce qu'en fait, elle aurait accepté d'investir dans une de tes boîtes. Bah, en fait, tu vois bien qu'il y a un problème aussi de discours, tu vois, de compréhension. Et c'est vrai que pour le coup, gérer ses propres investisseurs dans sa boîte, en fait, c'est un job, comment dire, quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Tu vois, en gros, ça veut dire quoi se passer bien? C'est qu'en gros, ta boîte, je sais pas, elle est en croissance continue. Mais tu sais très bien que c'est tout ce qu'on te vend sur LinkedIn et tout. Bon, en fait, ça concerne, déjà, il y a un peu de bullshit. Et puis, tu sais, derrière, il y a aussi, en fait, en vrai, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein. Tu peux te prendre une tôle, voilà, une année parce que pour X raisons. Enfin, tu vois, il faut être assez aussi. Moi, je suis assez détendue sur, comment dire, parce que c'est aussi, tu vois, c'est un peu la violence de se dire. C'est des réflexions que moi j'ai parce que comme moi, je suis un peu biaisée parce que j'aide les entrepreneurs à lever des fonds. Mais encore une fois, je suis très, très contente qu'on ait cette discussion parce que c'est vrai que peut-être avoir un business angel, c'est peut-être pas forcément le modèle ultime. Tu vois, c'est pas le modèle sur lequel on devrait forcément tabler et puis voilà, et se dire bon si j'ai pas de business angel, tu peux aussi un peu être déprimé parce que t'as pas le réseau ou pour X raisons, tu vois, tu fais l'objet de même, tu vois, de violence un peu comme ça parce que tu fais pas partie de leur milieu, un peu comme ce que tu viens d'expliquer, parce que ça peut être aussi assez violent parce que tu sais, toi, au fond, qu'elles vont pas investir chez toi. Mm. En fait,
moi, souvent, j'aime bien un peu prendre de la hauteur sur ce que je fais et je me dis, c'est vrai que j'ai tendance à dire aux gens et aux femmes qui entreprennent de essayer quand même d'envisager une levée de fonds parce que moi, je suis convaincue que, tu vois, les fonds, l'argent, c'est un effet de levier de malade quand tu entreprends. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des solutions alternatives. Et, Bah, et encore une fois, tu vois, on a parlé d'ITA, des plateformes de financement participatif. Quand moi, j'ai commencé, parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille, hein, donc je suis plus aussi jeune que ça, tu vois, mhm. j'ai 40 ans cette année, et j'ai Ah, commencé tu à les fais exercer en tant pas? qu'avocat. Non, mais je sais, les gens me disent, mais c'est pas possible, Estelle. Mais si, en fait, c'est tout à fait possible. Et en fait, moi, j'ai commencé à travailler, c'était il y a 15 ans. Et à l'époque, ça n'existait pas, le financement participatif. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que, pour le coup, que c'était... Parce que tu as aussi derrière eu beaucoup les réseaux sociaux, le concept de communauté, tu vois, qui n'était pas Mm. forcément hyper évident à appréhender et qu'avec les réseaux sociaux, n'importe qui avec son média peut créer une communauté et clairement, c'est cette communauté qui peut t'acheter des produits. Et derrière, tu as eu la réglementation avec des boîtes qui ont commencé à se monter, avec la réglementation AMF, parce que tout le monde peut pas, tu sais, demander des sous et être plateforme de financement participatif. Mais c'est pour ça que c'est aussi passionnant de voir en termes de modèle, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu commences un peu à t'interroger sur comment je vais me financer, oui, il n'y a pas qu'un seul modèle, clairement, tu vois. Le truc, c'est que je trouve ça génial ton intervention parce que, enfin, en tout cas, j'adore notre échange parce que moi, je comprends complètement que pour toi, tu puisses favoriser l'emprunt, les levées de fonds pour que, en fait, les femmes elles puissent avoir un maximum de cash parce que le cash, c'est le pouvoir dans la société dans laquelle on est pour pouvoir, en fait, avoir un maximum d'impact. Et c'est vrai que moi, du coup, je suis hyper contente d'exister parce que de par mon propre parcours et de par ma propre différence, en fait, j'ai été obligée, en fait, de réfléchir et de me dire non, si les modèles, l'ascenseur pour moi ne fonctionne pas, je vais potentiellement prendre l'escalier. Et si moi je dois prendre l'escalier, il y en a pas mal d'autres qui vont devoir prendre cet escalier. Et en fait, du coup, ça apporte une forme de diversité aussi bien dans la construction et le parcours de l'entrepreneur. Parce que moi, typiquement, je suis déjà entrepreneur dans le sens où je suis freelance, je finance mes projets avec mes propres fonds et j'ai de quoi investir. Et du coup, j'ai une forme de détente. Je suis relax en fait. J'ai le temps de construire ma communauté. J'ai absolument pas le couteau sous la gorge. Je suis absolument pas obligée de parler à quelqu'un qui va mal me parler. Et en plus, je me suis rendu compte que j'ai le luxe de pouvoir dire, moi, je n'inclus pas la diversité. Je suis la diversité. Tu regardes ma tête, il y a le mot diversité, inclusion et tout en même temps, tu vois, de par mon histoire, de par mon physique, de par mon lieu d'habitation, de par tout ça. Et je me dis, si j'arrive à aller où j'ai envie d'aller, ça sera un formidable outil à la fois pour moi d'empowerment, de me dire, ouais, Vanessa, ça y est, tu as réussi, mais aussi pour les autres, en fait, de se dire que oui, c'est possible. Donc c'est vrai que je suis contente de t'entendre dire, les filles, pensez aux emprunts, pensez aux levées de fonds, parce que c'est possible. Dans mon audience, moi, j'ai des filles qui ont fait des écoles d'ingénieurs polytechniques, qui sont blondes et qui ont tout ce qu'il faut, comme il faut dans leur CV. Je me souviens de une même, quand j'étais allée la voir sur LinkedIn, je me dis, mais comment t'es tombée sur moi? Et du coup, elle fait partie de mon audience et je lui dis, si elle veut lever des fonds, ben, go ahead et félicitations. Et moi, j'adorerais venir acheter tes produits. Mais je sais aussi que dans mon audience, il y en a qui sont comme moi, qui ont fait des études, mais qui ont souffert, qui se sont pris des portes et qui sont arrivés à atteindre certains de leurs objectifs, mais qui sont obligés d'explorer des voies alternatives, en fait. Oui, c'est ça. Mais après, voilà, moi, c'est vrai que moi, clairement, je suis biaisée parce que tu sais, c'est, tu sais, ton client, voilà, forcément, parce qu'en plus, c'est mon travail. Donc, Oui. forcément, j'ai tendance à me dire, oh là là. Après, tu vois, là, où est-ce que je mettrais un peu une réserve par rapport à ce que tu dis? Euh, Parce que tu vois, ça, c'est un peu mon fer de lance, hein, tu vois, même quand j'écris sur LinkedIn ou même, tu vois, je fais quelques stories, j'en fais pas trop, mais tu vois, même si je relaye du contenu, dont quelquefois des comptes qui me tiennent beaucoup à cœur, tu vois, comme celui d'Héloïse Boll, Oseille et compagnie. Ok, Mm. tu vois, moi, ça me saoule qu'on prenne pas l'ascenseur.
Mais vraiment, hein, Oui. enfin, parce que l'escalier, c'est plus chiant. Enfin, tu vois, ça fait plus chier. C'est plus, c'est plus fatigant. Toi, tu es plus sage dans ton. Moi, je pense que j'ai encore un peu. Tu vois, tu as accepté la Ah oui. situation, Ah ben moi, alors je suis de que. l'école Ouais, des stoïciens, en fait. Quand tu lis Marc Aurèle, le mec, il te dit qu'en fait, il faut accepter les choses comme elles sont et te dire qu'elles sont bien, plutôt ouais. que d'essayer de vouloir plutôt que de vouloir que les choses soient comme tu veux. Et je me suis rendu compte qu'à force de lire la philosophie, de pratiquer du développement personnel, c'est ma santé, c'est mon cortisol en fait. Tu vois, se battre tout le temps sur des sujets sur lesquels tu n'as pas forcément d'impact, je trouve ça épuisant et en plus, je ne sais pas si c'est le chemin direct vers le bonheur. Et pour conclure sur ce sujet vraiment, c'est que je trouve que j'apprécie le parcours beaucoup plus. Moi, je m'éclate tous les jours, je parle avec des nanas de ma communauté, elles sont adorables, elles me font des bisous, elles m'encouragent, des mots d'amour, alors que tu imagines si j'étais allée voir un business angel qui m'aurait expliqué qu'il y a ça qui va pas, qu'il faut que je fasse ci et ça comme chiffre d'affaires, le stress, tu dors pas. Non, 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 la vie, elle est beaucoup trop courte Non, pour moi pour mais vivre ce genre de choses. non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Mais c'est vrai que pour le coup, Mais je vais jamais te euh, convaincre et c'est pas le but. Moi, je non, trouve que nos alors en deux fait, discours oui, doivent oui, oui. coexister et c'est très bien comme ça. Ouais, alors après, c'est pas que tu peux pas me convaincre. D'ailleurs, il y a des moments, tu sais, je me dis, parce que c'est hyper intéressant que tu me dises ça et moi, je suis aussi hyper contente de notre échange. Je me dis, bah, clairement, quelquefois, en fait, ce qui est difficile, c'est comme tu vois, on vit dans une société patriarcale, on te pose un modèle. Et Ouais, tu vois, quand tu es bah, on est beaucoup toutes les deux, tu vois, sur LinkedIn, toutes ouais, les semaines, moi, tu vois, je reçois la newsletter de Madines parce que tu es dans l'environnement startup, moi aussi. OK, la French Tech a levé X millions d'euros. Et en ouais. fait, à chaque fois, je le prends comme si c'était une gifle en mode, mais en fait, combien d'argent pour les femmes? Tu vois, c'est Oui, je vraiment. comprends. Et en fait, et comme tu l'as dit, on peut rien faire parce que on est dans une société capitaliste et que pour créer de la valeur, avoir des sous, c'est quand même super confortable. J'ai l'impression que tu vois, il y a un système un peu bah, d'autofinancement auprès des hommes, en fait, Ouais. pour les rendre encore plus riches. Et nous, en fait, derrière, bah, on galère. C'est pas que les idées des femmes sont moins bonnes. Et par ailleurs, en fait, ce qui est terrible, c'est que souvent, je pense que tu as aussi des idées de femmes entrepreneuses qui sont, parce que clairement, c'est un manque de financement, et en fait, qui meurent, en fait, ça meurt dans l'œuf. Tu vois, Bah, le c'est truc, terrible. oui, non, je suis complètement d'accord, mais moi, ça me fait penser à l'entrepreneur, par exemple, Kelly Massol, que moi, je connais depuis toute petite. Je me souviens, j'avais 14 ans, celle qui a fait Les Secrets de Loli et qui a été élue entrepreneuse de l'année. Il faut savoir que moi, Loli, elle a réglé une partie de mes problèmes quand j'avais 14 ans et que j'habitais en Normandie et que je ne savais pas comment me coiffer. J'étais allée sur Internet pour me dire comment est-ce que je vais faire avec mon afro. Et en fait, du coup, j'avais connu cette entrepreneuse à l'époque, je crois qu'elle travaillait pour la Sécu, elle n'était pas du tout entrepreneur. Elle avait trouvé des solutions pour ses propres problèmes à elle. Et en fait, elle avait donné, donc elle avait créé ce forum où moi, du coup, j'avais appris comment démêler mes cheveux parce que du coup, ma mère, elle se défrisait les cheveux. Donc en fait, elle ne savait pas très bien comment démêler les miens. Et cette entrepreneuse-là ne s'est jamais trop épuisée à essayer d'aller lever les fonds jusqu'à ce qu'elle est arrivée à être suffisamment grosse pour que, en fait, ce soit les business angels, entre guillemets, Qui qui aillent s'intéresse, vraiment, ouais. voilà, tu vois. Et moi, je trouve que c'est pour ça que, tu vois, je me dis, c'est mieux de faire preuve des fois de créativité, d'avoir ta propre communauté, d'arriver à imposer tes valeurs et ton message. Parce que je pense qu'en termes d'estime de soi, de confiance en soi et puis d'impact, en fait, tu impactes mieux le monde si tu te sens bien. Tu impactes mieux les gens si tu Ouais. crois que ce que tu fais est bien et si tu es entouré de gens qui vont te dire que ce que tu fais est top. Alors que si elle était pour moi partie beaucoup trop tôt avec voir des business angels pour expliquer qu'elle va démêler l'afro des petites nanas aux cheveux crépus, on lui aurait expliqué qu'il n'y a pas de marché, qu'il y a pas de business, que machin truc, elle se serait dit bah, ce que je fais c'est nul et ça se trouve elle serait restée en fait dans son job qui lui plaisait pas, tu vois. C'est pour ça que vraiment je pense que nos discours ils ont vocation à vivre en parallèle, mais l'un n'est pas mieux que l'autre, c'est vraiment une question de personne. Et je voudrais aussi avoir ton avis, parce que je sais que le temps file et que finalement tu as potentiellement d'autres choses à faire, mais je voulais trop avoir ton avis sur ce sujet.
parce que penses-tu du déchirement de The Family? Moi, je vais commencer avec mon avis pour le coup. Moi, The Family, Oussama Ammar, j'étais amoureuse de lui quand j'étais jeune, hein. Amoureuse professionnellement parlant, on va dire. J'étais vraiment fan. C'est vraiment lui qui m'avait donné le courage de démissionner de la banque, de me lancer dans l'informatique et de m'intéresser aux startups. Je me souviens que je m'en foutais des incubateurs. Moi, je voulais voir Oussama Ammar en vrai, tellement il avait un pouvoir charismatique. Et je me souviens aussi que c'était lui qui il avait dit une phrase, il te faut un associé. Si tu n'as même pas réussi à convaincre un pecno de te suivre dans ton projet, tu n'es pas crédible à nos yeux, The Family ne te suivra pas. Et je me souviens, après ce truc-là, je m'étais dit, il me faut un associé. Et j'ai passé 5 ans à chercher un associé. Je refusais de monter mon business solo tant que je n'avais pas trouvé d'associé. Et finalement, mon associé m'a trouvé. Ça ne s'est pas super bien passé parce qu'on s'est séparés. Et quand j'ai vu ce que lui, ça a donné avec ses associés, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors moi, je suis assez... alors, je sais pas si ça va beaucoup te donner de grain à moudre. En fait, en réalité, tu vois, moi, enfin, parce que je vais revenir à moi, ce que je fais en général, tu vois, avec les gens quand ils viennent me voir. Quand ils viennent me voir, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que souvent, ils viennent me voir et me disent, bah voilà, en fait, j'ai besoin d'un livrable. Ouais, j'ai besoin d'impact. Donc, ils pensent au bout de papier, croyant que, en fait, le bout de papier va leur permettre de régler déjà, tu vois, d'ores et déjà les problèmes et qu'il n'y aura jamais de tension. Donc, moi, je pose les bonnes questions. Et souvent, je me rends compte que, tu vois, des questions aussi bêtes que comment tu appréhendes l'argent, est-ce que tu sais comment ton associé il vit, tu vois, dans sa vie personnelle, hein, j'entends. Parce que, tu vois, en réalité, c'est un énorme impact. Exemple, Vanessa, toi, si typiquement, bah, tu es plutôt fourmi et que ton associé, ta nouvelle associée, ou je ne sais pas comment elle était ton ancienne, mais tu te retrouves avec quelqu'un qui est plutôt cigale, bah, tous les ans, quand tu vas devoir distribuer tes dividendes, ça va être un sujet de friction. Parce qu'en fait, à côté de toi, ton associé, il a besoin de changer, d'acheter un énième sac Hermès, tu vois, il veut changer de voiture. Donc, en fait, déjà, cette question de la notion de l'argent, comment tu l'appréhendes, c'est hyper important. Et 95% des gens qui viennent me voir, ils n'ont pas eu cette discussion relative à l'argent. La notion de l'argent, enfin, peu de gens en parlent, mais ils viennent me voir et en fait, je leur dis, OK, est-ce que vous avez discuté un peu entre vous? Combien d'argent vous êtes prêts à investir dans votre boîte? Je ne te parle pas du capital social, hein, parce que le capital social, aujourd'hui, tu vois, légalement, on peut même mettre 1 euro. Donc, tu vois, c'est au fond, à hauteur de combien tu es prêt à financer, tu vois, le fonctionnement, parce que les associés, c'est les premiers financeurs de l'activité d'une boîte. Et les 3/4 des gens n'ont même pas eu cette discussion avec leur associé. Je ne sais pas Non, si mais tu te ton rends compte, travail, Vanessa. mais évidemment, ton travail, il est d'utilité publique. Estelle, quand moi, je suis tombée sur ton podcast et je me suis dit, mais c'est de la folie, Vanessa, t'abuses en fait. J'aurais dû te poser toutes ces questions. Mais moi, j'étais tellement convaincue par Oussama qu'il me fallait un associé que quand moi, j'ai vu un associé crédible qui était une femme et une femme noire, mais je me suis jetée dans ses bras, prends-moi, cadeau, à n'importe quelle condition. Et en fait, figure-toi que c'est marrant que la discussion finalement arrive sur ce sujet. Je n'ai rien négocié. C'est-à-dire qu'on avait discuté de très peu de choses. Elle m'avait fait, je me souviens, passer un entretien d'embauche, mais moi, j'avais même pas de questions. C'était oui, je te prends, je te veux, je me marie. Et en fait, on s'était pas posé de questions sur l'argent. On s'était pas posé de questions tellement sur les parts. C'est pour ça qu'au bout d'un an, il y avait eu une grosse problématique parce que elle est venue me voir en me disant, bon, on va monter l'entreprise et je vais prendre 51% des parts et toi 49%. Et j'avais dit, bah non, pourquoi? J'ai mis 50% de mon énergie dans cette boîte. Pourquoi tu veux 51% des parts? En plus, le pouvoir de décision, le 1% là, non, j'ai pas envie de me retrouver avec quelqu'un qui me contrôle. Et en fait, je me souviens que c'était un des premiers éléments de friction. Et je me disais, mais comment quelqu'un peut venir te voir, te proposer un partenariat
te demander de co-créer quelque chose avec lui, de mettre 50% ou 100% de ton énergie, et après t'expliquer que tu vas avoir moins de parts. Et tout ça parce que j'avais posé 0 question. Et toutes les questions que tu fais, donc, que tu poses dans ton épisode, et je le mettrai en ressource dans mon épisode, et je vais en parler lors d'une newsletter, elles sont capitales parce que moi, j'avais posé 0 question. J'étais complètement… Enfin, quand elle a décidé de me quitter, parce qu'en plus, c'était elle qui avait décidé de me quitter, je ne pouvais pas, moi, partir parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que j'étais coincée. Ça faisait 1 an et demi que je travaillais comme une dingue pour un business et que j'avais investi beaucoup d'argent, mais je n'avais rien, même les mots de passe pour se connecter au Instagram, c'était même pas mon adresse mail. Et ton boulot est Ouais. capital. Bah non, mais parce que tu vois, alors tu vois, c'est pour ça que c'est aussi intéressant parce que tu parles de The Family. Moi, je pense que Oussama, quand il t'a dit trouve une associée, en fait, c'est pas tant le fait tu vois, il te parle pas forcément des conditions, c'est pas son job. Moi, je comprends que typiquement pourquoi lui, il prône l'association parce que, bah, tu vois, moi, je pense que l'association, c'est bien, c'est parce que tu vois, c'est aussi un contre-pouvoir dans tes prises de décision et Oui, l'émulation intellectuelle sur les prises de décision, l'orientation stratégique, les décisions. Avec qui tu veux faire des partenariats, en fait, quand tu discutes, en général, de la discussion se crée quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, en fait, chose que tu peux pas avoir clairement quand tu es seule. Donc, ce qui est quand même un peu différent. Et même si tu fais partie de cercles un peu, moi, tu vois, je suis dans une association de femmes avocates, on peut avoir des discussions, mais c'est très différent quand on est associé parce qu'on sait qu'on est dans la même barque. Et ça te permet aussi bah, de générer aussi sans doute plus de créativité et de valeur parce que c'est intéressant d'avoir quelquefois des discussions qui sont pas… Quelqu'un qui n'est bêtement pas de ton avis. Tu vois, mais je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, pour ouais. le coup, tu vois, cette association-là, moi, je ne la regrette pas. J'étais assez malheureuse parce que c'était difficile à vivre dans le sens où j'étais parfois frustrée, mais c'était ça que j'étais venue chercher, un vrai contre-pouvoir et en fait, quelqu'un qui va me permettre de me dépasser et c'était ça que j'aurais voulu apporter. Mais parfois, je trouvais que Oussama était un peu extrême. Le contre-pouvoir a un prix quand même. Tu vois. Et après, la séparation et la division, tu as quand même ton image qui est entachée. Enfin, il suffit de voir, lui, ce que ça a donné avec ses associés. Mais en fait, parce que c'est aussi difficile, tu vois. Moi, je trouve d'avoir un jugement un peu, parce qu'en fait, on adore, enfin, tu vois, en plus, tu sais, avec les réseaux sociaux, il y a un peu de voyeurisme. On adore voir les associés se déchirer, tu vois. Ah non, moi, Ah, ça m'a fait mal. bah, en fait, ouais, ça t'a fait mal, mais disons qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, ils le regardent comme si c'était un feuilleton, et je trouve que c'est difficile aussi de porter un jugement sur les gens parce que dans leur cas, typiquement, bah, comme c'est quelque chose qui a marché, tu vois, tu as aussi l'hypothèse de tu sais jamais comment tu vas être quand il y a énormément de sous, tu vois. Ouais. Ah mais moi je reste team Oussama, je reste toujours fan et je regarde toutes ces vidéos sur YouTube. Mais moi c'était plus et je dis pas que vraiment son postulat était mauvais, hein. Une fois de plus, moi c'est un postulat auquel j'ai adhéré et j'ai cru pendant 5 ans. 5 ans c'est super long. J'ai cherché mon associé pendant 5 ans jusqu'au moment où je l'ai trouvé. Mais je pense que c'est comme cette histoire de business angel et de levée de fonds pour les investisseuses et les potentielles entrepreneuses qui nous écoutent. C'est important aussi qu'elles s'analysent elles-mêmes, qu'elles analysent leur personnalité en fait. L'association, Exactement. c'est pas pour tout le monde. Et ça, je pense que tu vois, ce discours-là, on l'entend pas en fait. Enfin, on l'entend pas assez. Ouais, alors tu vois, c'est très cool ce que tu viens de dire, parce que typiquement, les gens, quand ils viennent me voir, tu vois, dans l'association, euh, alors soit clairement personne ne négocie, genre un peu comme toi, tu vois, ou genre ils arrivent avec leurs gros sabots. Moi, je veux ça, 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 ça. Tu vois, genre, sans s'analyser et se dire, moi, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai plutôt, tu vois, une clientèle qui est assez jeune. Et en fait, par exemple, elle ne se pose pas des questions du style, bah, est-ce que je vais continuer à travailler autant parce que j'ai un projet de bébé dans genre 1 an et demi? Enfin, tu vois. C'est con, hein, mais tu sais, c'est un vrai impact Ben dans, oui. tu vois, OK, qui va tenir la baraque pendant que moi, tu vois, parce que peut-être j'ai envie de me prendre un congé. Alors, il n'y a pas de vérité parce que c'est des événements de vie qui te changent énormément. Mais je pense que ça peut valoir le coup d'en discuter déjà avec la personne avec qui tu vas t'associer. Ou moi, ça m'est arrivé enfin, parce que c'est une boîte avec qui bah, c'est mes clientes, donc elles sont deux.
il y en a une qui veut partir parce que en fait, au fond, je sais depuis le début que son rêve, c'est d'aller acheter une ferme dans les Pyrénées et voilà, mais genre à horizon, genre 5 ans. Mais après, tu vois, je me demande, est-ce que en réalité, ça vaut le coup? Parce que c'est aussi, terrible de se dire, son associé le sait, hein, celle qui veut rester. Mais tu prends aussi le risque parce que quelquefois, tu es tellement convaincu par ton projet, c'est juste, c'est pas grave. Tu te dis: «Bon, bah, pour le moment, c'est pas le cas, donc on va essayer de composer avec». Donc, Mmh. en ce moment, elles sont en plein, elles essayent de voir comment faire, justement, pour, pouvoir sortir de ça. Mais disons que les questions, l'auto-analyse, tu sais, ce sur quoi on parle depuis tout à l'heure, c'est Mmh. malheureusement trop peu fait. Parce que tu sais, en fait, tu exiges trop de l'autre avant de te poser des questions sur toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire en termes d'efforts pour l'autre, tu vois? Bah, en fait, le truc, c'est que tu vois, c'est marrant que tu rebondisses sur ça, parce que moi, c'est finalement le parti pris que j'ai fini par adopter et qui va être complètement radical sur ma page d'ailleurs, c'est vraiment d'introduire une grosse notion de développement personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement passé de temps à travailler sur moi, à me poser des questions et à évoluer finalement, que j'ai fini par me rendre compte que les gens vont chercher à l'extérieur, ils vont chercher à créer une boîte, ils vont essayer d'aller gagner de l'argent, ils vont essayer d'aller lever des fonds pour pouvoir régler des pseudo-problèmes qu'en fait, s'ils allaient d'abord à l'intérieur, à analyser leurs rêves, leurs besoins, leurs aspirations profondes, ils se rendraient compte en fait que tout ce qu'ils vont chercher à l'extérieur ne correspond pas. Et le choix d'une associée aussi, en fait. Si tu prends le temps, moi par exemple, si j'avais pris le temps d'analyser vraiment la nature de mes valeurs, que j'étais prête à prendre du temps en fait, parce que nous, notre séparation, c'est parce que elle était très pressée, elle voulait faire du coaching dans tous les sens. Tous les jours, on était en formation. Moi, j'étais fatiguée. Je voulais apprécier mon voyage tranquillement, transmettre de la valeur et prendre le temps, en fait. Et en fait, si j'avais fait ce travail-là interne, eh ben, en fait, j'aurais posé les bonnes questions et je me serais rendu compte dès le départ qu'en fait, on ne pouvait pas travailler ensemble. Mais on est toujours pressé de oui, ça y est, j'ai une associée, on va gagner de l'argent, on va avoir de la visibilité, on aura des followers, tout ça Ouais. qui fait qu'en fait, en plus, dès que ça marche, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé pour nous, dès qu'elle a fait ses premiers chiffres d'affaires et qu'on a eu des followers, un peu plus de 1000 followers, ben, ça a pété en fait. Parce que bah, finalement, elle s'est rendue compte, je crois, enfin, je vais même pas parler d'elle, je vais plus parler de moi, c'est que tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont possibles et que est-ce que c'est parce que c'est possible qu'on doit y aller maintenant? Pas forcément. Et l'autre ne pense pas forcément comme toi. Donc c'est juste ouf en fait. Bah, alors tu peux avoir une divergence, mais de là parce que je trouve ça aussi hyper intéressant, tu vois, de se dire, bon, bah, est-ce que au final, disons que moi, quand j'interviens, c'est les fondations de votre association. Dans la Oui, prise de décision au jour le jour, moi, je considère que c'est normal d'avoir des visions un peu divergentes, tu vois. oui, évidemment. Parce que, mais de là à se dire, oh là là, enfin, parce qu'au final, alors c'est aussi quelque chose, je pense qu'on n'apprend pas parce que c'est très bizarre en France, hein, parce que tu sais, c'est genre, enfin, soit c'est les gens, ils veulent pas du tout se lancer dans l'entrepreneuriat, ils adorent être fonctionnaires, salariés, ou bien sinon, bah, c'est des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. En général, ils ont beaucoup leur avis à dire. Ils ont un avis très fort avec, ils savent, tu vois, ce qu'ils veulent faire. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est dur aussi, je pense, d'être souple en termes de négociation, tu vois, sur le fonctionnement de l'activité. Parce que Mm. sinon, enfin, faut avoir une certaine volonté quand même de se dire, bon, bah, OK, je vais être entrepreneur. Enfin, voilà. Et en fait, les gens qui décident de se lancer, c'est parce qu'ils ont envie de décider. Donc, il y a aussi Mm. la question, en dehors de l'argent, du pouvoir sur les prises de décision, la répartition des tâches, enfin, tout ça, en fait, c'est un mélange, c'est des questions sur lesquelles il faut un peu se poser. Et typiquement, ouais, moi, les 3 quarts du temps, les gens qui viennent me voir, ils se sont pas posé les bonnes questions. Enfin, Bah, dernièrement, tu vois, j'ai travaillé pour 2 futurs associés. Et en fait, au fur et à mesure, ils m'ont envoyé un mail la semaine dernière pour me dire finalement, on va pas s'associer.
Parce que, en fait, t'en as une qui était un peu, on va dire, qui se sentait mal, tu vois, à pas pouvoir prendre des décisions. En fait, Ouais. elles voulaient toutes les deux avoir le lead. Donc, tu peux pas avoir le lead quand tu es tout le temps avoir le lead, c'est pas possible. Mais moi, je suis d'accord avec toi qu'il ne peut pas y avoir deux coqs dans une basse-cour. Clairement, pour moi, dans mon association, j'étais pas le coq. Je l'avais complètement assumé. Mais, or, pourtant, je suis quelqu'un de leader, hein, tu vois. Mais étant donné que je savais que ce qui était plus important, c'était d'avoir une associée finalement plutôt que mes idées, pendant je ne sais pas combien de temps, je me suis complètement effacée à un tel point que mon entourage me disait qu'on ne me reconnaissait pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'affirmer, il n'y a plus eu d'association. Donc oui, c'est important de savoir ça. Si tu as un tempérament de leader, tu ne pourras pas être soumis très longtemps, en fait. Non, mais après, tu vois, c'est pas problématique. Il faut que tu trouves quelqu'un qui est, toi, qui est plus, enfin, si toi, tu es Ouais, plus, parce que tu vois, c'est très différent d'être seul et d'être à plusieurs. Quand tu es ouais. seul, forcément, et que tu es all by yourself, hein, tu vois, en tant qu'entrepreneur, freelance, solopreneur, c'est vrai que la question se pose pas. Il faut que l'impulsion vienne de toi. Mais c'est vrai que dans ton travail, si tu es plusieurs, il y a des associations qui fonctionnent très bien. En fait, tu as un leader. En général, c'est lui qui va porter la vision. Et en fait, derrière, tu as deux, trois associés qui souvent seront plutôt, qui sont en plus même pas forcément minoritaires, tu vois. Mm. C'est juste que parce que c'est leur manière de fonctionner. Ils ont besoin d'une personne, d'avoir un gouvernail pour leur dire, en fait, c'est là-bas qu'on va. Et en fait, après, c'est des machines de guerre parce qu'ils répondent mieux, en fait, en gros, à la vision qu'une des personnes peut avoir au sein de l'association. Mais Oui, voilà, et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est aussi difficile de dire, après, moi, voilà, enfin, toutes les accusations dont Oussama peut faire, clairement, en fait, tu peux clairement indiquer dans ton pacte d'associé s'il y a un sujet, voilà, tu as un problème avec la justice ou j'en sais rien qui entache, on va dire, tu sais, l'image de la boîte. Oui, on peut t'exclure. Et parce que ça crée un peu trop financièrement, en fait, ça donne une mauvaise image et financièrement, il y a un impact qui peut être très mauvais pour la boîte. Donc ça, moi, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'après, voilà, lui, c'est aussi un personnage et c'est rare qu'on soit extrême dans la vie de tous les jours. Tu vois, il y a pas 15 Oussama, tu vois. Enfin, ah c'est oui, non, pas. mais enfin, excuse-moi, j'ai été emportée par la flamme, mais je veux dire, personnellement, j'ai lu ce qui a été dit sur lui, mais cet homme a eu un tel impact sur moi, je t'assure, pendant si longtemps, que même si je me dis que potentiellement, s'il y a justice, tout n'est pas faux, pour moi, je me suis rendu compte que ça n'enlève absolument pas du tout le respect que j'ai envers lui. Il a peut-être commis des choses, et c'est possible, hein, entre la présomption d'innocence et tous les autres trucs qui disent que potentiellement il est coupable. Ça, je ne juge pas, mais son travail en tant que leader charismatique, Oui, le discours, et puis après, il y a aussi ce qu'il a fait dans The Family, c'est-à-dire que le mec, il a quand même œuvré pour une diversité de malades. D'abord, rien que le fait qu'il s'appelle Oussama et qu'on le puisse le voir partout, moi, j'étais là, waouh! Et en plus, c'est le premier qui avait créé pour moi à Lyon une école dans laquelle je suis partie. J'ai assisté tous les week-ends, je me suis fait un réseau de dingue et tout était gratuit. Je me souviens, je prenais des notes, j'ai appris énormément de choses et cette générosité-là, cette générosité dans les faits, cette générosité dans le discours, cette générosité dans le partage de sa connaissance, moi, je n'ai jamais vu ça nulle part en fait, ni avant, ni après, ni dans aucun autre écosystème startup que j'ai des amis qui sont à Station F. Déjà à Station F, rien que pour y aller, tu as 150 milliards de badges. Pour assister aux conférences, tu dois être membre de X milliards de trucs. Bon, Lyon, tu devais quand même être sélectionné, mais je trouvais que c'était pas pareil. en fait, ça, c'est aussi le problème de, moi, c'est comment dire, c'est un problème un peu plus général, hein, parce que comme tu vois, enfin, comme il a une exposition médiatique qui est assez forte, genre, on attend de lui à ce qu'il montre patte blanche, en fait, sur les 20-30 dernières années. Je dis pas, Oui, tu vois, alors enfin, que voilà. Et en fait, c'est pour ça que, mais heureusement que, entre guillemets, moi, je considère que heureusement que l'humain, il est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Enfin, c'est pour ça que ça n'enlève, moi, je trouve ça bien que tu le dis, ça n'enlève en rien aussi le boulot et, tu vois, l'inspiration qu'il a pu donner à certaines personnes.
Tu vois, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être mettre en balance. Tu vois, ok, il va peut-être avoir des problèmes avec la justice, mais dans les faits, si à un moment ou à un autre, tu vois, toi, tu as été emporté typiquement parce qu'il dit, il t'a insufflé une énergie positive. Voilà, mais tu sais, c'est avec l'ère les médias, en fait, c'est aussi complexe. Hein. Tu sais, ils aiment bien. Voilà. Moi, je regarde ça, tu vois, de manière un peu détachée parce que c'est vrai que je pense qu'on n'en saura jamais, on saura jamais vraiment. Donc, c'est aussi complexe. Mais Puis, après, je trouve ça chouette que tu prennes, en gros, ce qu'il a pu t'apporter et qui, je pense, en fait, sont encore des fondations qui t'aident aujourd'hui à avancer sur tout ce que tu peux faire, tu vois. pour moi, c'est dommage parce que c'est un problème d'image, c'est un problème de montant, c'est la manière dont ça a été communiqué et puis les répercussions. Il a perdu ses associés et pour moi, je ne sais même pas comment la boîte fait pour survivre. C'est plus ça que je trouve dommage, mais par rapport au personnage même. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que tu sais, tu te rends compte que, parce que lui, du coup, il a un personal branding qui est hyper fort, tu vois. Ouais. Donc, en fait, lui, c'est The Family, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est aussi, je trouve ça hyper intéressant comme réflexion parce que sur lui dire, mais comment ils font pour survivre? Parce qu'aujourd'hui, on n'a même plus l'impression que, tu sais, la boîte et la personne qui a un fort personal branding, en fait, c'est complète. Il y a une confusion qui est très forte, tu vois, entre les deux et qu'il n'y a pas de séparation, tu vois. C'est pour ça que c'est assez, mais c'est passionnant en même temps, tu vois, de voir qu'aujourd'hui, parce qu'avec toutes les techniques de marketing qui vont bien, il écrit des posts à n'en plus finir et qui sont likés, je ne sais pas combien de fois. Bon, voilà, mais bon, on espère quand même pour The Family que ça va bien se passer parce que comme il y a des salariés dedans et tout, donc tu vois, ce sera un peu dommage, quoi, tu vois. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben écoute, Estelle, j'ai adoré cette discussion. Je ne sais pas, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un conseil pour les femmes sur l'argent, sur le droit, sur quelque chose? Si, hein, moi je vais pas dire autre chose que si vous avez des projets, pensez à aller voir un avocat parce que malheureusement en fait c'est pas encore suffisamment, tu sais la norme, Vanessa, tu vois. Oui. Et là je sais pas, on a dû discuter 1 heure et c'est vrai que on voit bien qu'il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, Ah quel oui, que soit le moment que tu crées ta boîte, tu veux t'associer, même tu vois choisir son statut, tu sais pas lequel choisir pour pas te faire avoir, lever des fonds, pas lever des fonds. C'est tellement compliqué en réalité. Et puis au final, quelquefois aussi, c'est la dernière chose que je rajouterai avant de clôturer l'épisode, mais en fait, quand vous vous adressez à un tiers et que vous êtes plusieurs, bizarrement, les choses se passent mieux et c'est plutôt vrai ce qui va en ressortir. Parce que c'est difficile, quand on a un projet d'association, de discuter de toutes ces questions qui peuvent être un peu crispantes. L'argent et le pouvoir, bon, Vanessa, c'est pas hyper facile. Mais c'est plus facile d'en parler avec un tiers. C'est un peu comme le conseiller conjugal au début, tu sais. Ta ah mais préparation complètement. au mariage, tu sais, avant, quand si tu te maries à l'église. Oui, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'ai conseillé à une amie d'aller voir un avocat, un fiscaliste et un notaire. Parce elle a des problématiques de gestion d'argent dans son couple. Et en fait, c'est fini le temps où je disais non, mais tu devrais dire ça, ça, ça. Non, non, je dis tu l'emmènes devant un pro, chacun donne sa version. Et en fait, ce qu'il en sortira sera quelque chose de plus sain pour votre couple, en fait. Merci beaucoup, Estelle, d'être venue dans ce podcast. La discussion a été passionnante. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.